Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Entre 50 000 et 80 000, ce serait, selon les chiffres publiés il y a quelques jours par l'Association marocaine de la planification familiale, le nombre d'avortements clandestins qui se pratiqueraient chaque année au Maroc. Alors ces chiffres sont-ils réalistes? Comment endiguer un phénomène qui serait la 4e cause de mortalité des femmes aujourd'hui au Maroc? Pour répondre à nos questions ce matin, nous recevons le professeur Shafiq Charaibi. Vous êtes le président de l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Alors, monsieur Charaibi, une première question, réaction par rapport à ces chiffres qui viennent d'être publiés. Ils sont bien en deçà du chiffre, par exemple, présenté par l'OMS, qui estime qu'il y en aurait 200 000 avortements clandestins au Maroc chaque année. Où est-ce que vous vous situez et que pensez-vous de ces chiffres? Alors, effectivement, à mon avis, l'étude qui a été faite par l'AMPF, que je respecte, avec laquelle je collabore, sont absolument en deçà de la réalité. L'AMPF s'est basée sur quelques études internationales et à partir de là, elles ont extrapolé. Ce n'est pas une étude qui a été faite directement sur le terrain. Selon notre recherche et notre étude par l'AMLAC, nous avons fait effectivement, il y a plus de 8 ans maintenant, une étude, mais celle-ci est directe, elle a été sur le terrain. Si vous voulez, je peux vous dire par quelle méthodologie nous l'avons faite. Oui, on voudrait comprendre justement la méthodologie. C'est extrêmement important pour commenter les chiffres. C'est que nous avons pris une douzaine d'étudiantes doctorantes, soit en médecine, soit dans d'autres domaines médicaux, qui étudiaient donc dans une recherche dans la médecine reproductive ou notamment pour l'avortement. Et donc, elles se sont introduites comme des patientes au niveau de certains nombres de cabinets médicaux, soit de gynécologues, soit même de généralistes, à travers Rabat et Salé. Et elles se sont faites passer pour des patientes. Et là, étant dans la salle d'attente pendant quelques heures, elles ont essayé de constater, de voir, de discuter, d'analyser, de voir les personnes qui venaient pour se faire avorter. Vous savez, les femmes, dans une salle d'attente, elles discutent entre elles, etc. Et puis elles voient ceux qui sortent, ceux qui rentrent, etc. Et à partir de ça, pendant une douzaine de jours, c'était tous les jours qu'elles allaient dans un certain nombre de cabinets, nous sommes arrivés à un chiffre d'un minimum, je dis bien un minimum, de 50 avortements qui se font par jour à Rabat. Parce que, supposez, par exemple, il y a maintenant en travail salé, il y a 150 gynécologues. Il y en a qui ne font pas du tout d'avortement, il y en a qui en font 2, 3. Parce que c'est sanctionné par la loi, c'est un absolument, c'est complètement, et ça on peut en reparler, oui, c'est clandestin et c'est sanctionné par la loi, aussi bien la personne qui se fait avorter, l'intermédiaire qui accompagne cette personne, et aussi, bien entendu, l'avorteur, le praticien. Alors, à partir de là, nous avons trouvé qu'il y avait entre Rabat et Salé un minimum, je dis bien un minimum, de 50 avortements par jour. Et à partir de là, nous avons extrapolé sur les autres villes du Maroc. Nous n'avons pas fait d'études dans les autres villes. Nous avons fait que Rabat et Salé. Alors, Casablanca, 3 fois plus de population, 3 fois plus de médecins, 3 fois plus de problèmes. Donc, à Casa, il doit y avoir un minimum entre 100 et 150 avortements par jour. Cela veut dire que, déjà, entre Rabat et Casa, seulement, il doit y avoir 150 avortements, ou peut-être 200. Et ça, en tenant compte que de celles qui se pratiquent dans un milieu médical. On ne parle pas de ceux qui se pratiquent dans des... Alors, justement, notre étude s'est basée également, étant donné que je suis dans un hôpital, des complications que nous recevons chaque jour. Et donc, à partir de là, nous nous sommes dit également que voici aussi le nombre d'avortements. Nous nous sommes basés aussi, sachant le pourcentage de complications d'un avortement. Donc, à partir de ce pourcentage de complications, nous avons pu obtenir le nombre d'avortements qui doivent être, sachant qu'un certain pourcentage d'avortements se complique. Donc, à partir de ce complications, nous sommes arrivés. Alors, nous avons publié ces chiffres-là, nous avons publié cette étude, aussi bien dans des journaux médicaux internationaux que dans des journaux médicaux ou non nationaux, pour justement que notre étude soit validée. Et vous êtes arrivé pour le Maroc, nous sommes arrivés au chiffre de 600 à 800 avortements jour.
Et je le dis et je le redis, il n'y a absolument aucune autre étude. Parce qu'il y en a qui vont dire non, c'est énorme, c'est pas possible. Oui, ils ont été et il y en a même qui vous disent écoutez, ça fait vraiment. Je suis persuadé qu'il doit y en avoir même plus. Alors maintenant, la NPF rapporte 50 000 à 80 000. Cela veut dire que si on faisait un calcul, ça ferait à peu près 200 avortements jour. Sur tout le Maroc. Sur tout le Maroc. Alors que vous êtes arrivé à ce chiffre sur déjà, la NPF avait fait une étude il y a quelques années, elle disait 400. Et l'OMS également disait 400 à 500. Alors maintenant, il peut y avoir un biais. Lequel? C'est que peut-être, ils n'ont pas calculé les avortements médicamenteux qui se font maintenant. Médicamenteux, je ne dis pas, il y a les avortements médicaux et les avortements traditionnels. Dans les médicaux, il y a les avortements curetage, chirurgicaux, il y a les avortements médicamenteux qui se font par des médicaments. Alors maintenant, beaucoup de femmes commencent à avoir recours à ces médicaments. Comment? Soit ces fameux comprimés que je peux citer, de certains hôpitaux, parce qu'ils ne sont qu'à usage hospitalier, mais ils peuvent le faire, il y a des fuites extraordinaires de ces médicaments, donc ils les achètent, et donc à ce moment-là, ils prennent ces médicaments, et donc ça peut entraîner un avortement. Mais aussi, il y a d'autres médicaments, mais qui, eux, là, sont en vente libre, et il y a un site sur Internet par une association que je vais citer aussi, parce que je trouve que c'est quand même assez dangereux d'inciter les gens à l'avortement et de leur dire comment se faire avorter. Vous n'avez qu'à rentrer dans le site. Eh bien, ils parlent d'un médicament qu'ils peuvent aller acheter en pharmacie, qui est libre, en vente libre, et ils peuvent se faire. Alors, peut-être que ces chiffres-là, comment ils vont savoir quel est le nombre de personnes qui ont utilisé ces médicaments? On peut le savoir que peut-être par les complications que nous recevons à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des demandes qui sont faites pour faire avancer le débat sur ce sujet, qui a un coût médical et qui a un coût en termes de santé et un coût psychologique également? Est-ce qu'il y a des demandes pour qu'on ait des études objectives pour bien cerner le problème? Et qu'est-ce qui s'oppose à ce genre d'études objectives aujourd'hui? Écoutez, on ne peut pas faire d'études objectives parce que l'avortement est clandestin. Comment pensez-vous qu'on pourrait se présenter chez un médecin ou chez une autre personne qui pratique l'avortement qui va vous dire « Oui, effectivement, aujourd'hui j'en ai fait 2, 3, 5 ». C'est clandestin parce que c'est puni par la loi, donc c'est tu. Ce qui fait, il n'y a que par certaines manières, c'est clandestin. Donc nous avons fait une étude un petit peu clandestine aussi. C'est une étude pour qu'on puisse connaître à peu près et approcher le chiffre. Mais sinon, personne ne détient des chiffres exacts. Les pays où l'avortement est légalisé, ils ont des chiffres exacts, parce qu'ils ont un registre. Oui. Et dans ce registre, ils inscrivent tous les avortements. Et là, c'est tout à fait... ils vont vous donner le nombre de complications, l'âge des patientes qui font ça, le statut marital, etc. etc. Alors, pendant un des congrès, excusez-moi, pendant un des congrès que l'AMLAC avait organisé, nous avons invité une Tunisienne qui était venue nous rapporter... Où l'avortement est légalisé depuis 1973. Où il est légalisé, absolument. Et nous a... 71 même. Vraiment, même avant la France, l'avortement avait été légalisé en Tunisie. Et elle nous a donné, mais alors, les chiffres exacts, la tranche d'âge, les causes, les complications, les statuts, est-ce qu'elle est mariée ou pas, etc. Ça, c'est très important. Un des arguments qui est souvent avancé contre une réforme de la loi, c'est celui selon lequel légaliser l'avortement l'encouragerait. Est-ce que dans les pays où il a été légalisé, on constate une explosion du nombre d'avortements? Merci pour la question. Merci pour la question. Alors là, justement, il est absolument indéniable que la légalisation d'avortement a beaucoup baissé le nombre d'avortements. Pourquoi? Parce que les gens... Alors, tous les pays qui ont légalisé l'avortement ont vu baisser leur chiffre d'avortement. Parce qu'il y a une sensibilisation. Ce n'est pas parce qu'il y a une arme que l'on va aller se faire. Ce n'est pas parce que j'ai un médicament contre la grippe que je vais aller m'exposer, ouvrir la fenêtre. Mais pas du tout. D'abord, on travaille sur la prévention. On sensibilise les gens sur l'éducation, on sensibilise les gens. Il ne faut pas avoir une grossesse non désirée. Une grossesse non désirée, vous savez, a énormément de conséquences néfastes. Il n'y a pas que l'avortement, madame. La grossesse non désirée peut y avoir des avortements médicaux pour ceux qui ont un petit peu d'argent. Ils peuvent aller chez le médecin.
non médicaux, c'est-à-dire les traditionnels, qui sont pourvoyeurs de complications énormes. Alors ce sont celles qui n'ont pas d'argent et qui vont chez la chèvre, qui vont chez la faiseuse d'ange ou la krabla ou n'importe qui. Et à partir de là, ces avortements, ça c'est la première idée que viendrait à la personne. Mais il y a aussi d'autres conséquences. Ce sont des personnes, par exemple, qui se font tuer, c'est des crimes d'honneur, par leur famille, dès qu'ils savent que leur fille est enceinte. Ou bien, également, il y a des suicides. Ou bien encore, et ça c'est encore beaucoup plus grave, c'est celles qui vont vers l'accouchement et qui finalement, soit ils tuent leur enfant à la naissance, l'infanticide, soit les abandonnent. Et là, tous les jours, on voit dans les journaux, un peu partout, les faits divers, un enfant trouvé, abandonné, tué ou vivant quelque part. Ou encore, il doit y avoir des trafics d'enfants, il doit y avoir énormément. Et puis également, vous n'avez qu'à voir au niveau des orphelinats, ils engorgent d'enfants abandonnés. Et quels enfants abandonnés? C'est généralement des enfants qui sont mal formés ou qui sont handicapés. Pourquoi? Parce que la personne a tenté de se faire avorter, elle n'est pas arrivée, et donc ces produits qu'elle a absorbés vont entraîner par la suite une malformation, un handicap. Donc on trouve beaucoup aussi d'enfants handicapés au niveau des orphelinats. Donc tout cela, c'est un lourd budget pour la santé publique. Aussi bien les complications, les décès maternels, que encore ces enfants. Et imaginez ces enfants abandonnés dans les rues. C'est des enfants qui ont une haine vis-à-vis de ceux qui les ont abandonnés. Ils ont une haine vis-à-vis de la société. Et c'est là qu'on fabrique de toutes pièces des délinquants, mais alors certainement dangereux parce qu'ils n'auront pas d'éducation, ils n'auront pas ce qu'il faut dans cette société, ils sont marginalisés. Alors, légaliser l'avortement en l'accompagnant de l'éducation pour obtenir les résultats semblables aux pays où ça a été légalisé. Alors, où on en est au Maroc de ce projet de loi qui a été déposé en juin dernier, qui est encore en cours de discussion. Et votre association attend notamment donc, la nomination du prochain gouvernement pour insister sur la définition du terme de santé dans ce projet de loi. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors voilà, donc depuis que Sa Majesté a pris en charge ce dossier, et en que mai les commissions, 2015. En mars exactement, c'était le jour même où nous avons fait notre congrès, c'était le 16 mars 2015, le jour où nous avons fait notre congrès, le congrès de la MLAC. Sa Majesté a convoqué donc les trois ministres, ou le ministre des Habous des Affaires islamiques, le ministre de la Justice et le président du CNDH. Et à partir de là, les commissions ont travaillé là-dessus et ont ramené les conclusions, disant que on peut légaliser dans trois situations, qui sont viol, inceste, malformation fœtale. Beaucoup de voix se sont élevées, disant que ce n'est pas assez. C'est vrai que ça ne réglerait pas du tout le problème, parce que le vrai problème ne vient pas que de viol, inceste ou malformation fœtale. Il y a beaucoup d'autres choses. J'avais même, le ministre de la Santé m'avait demandé de faire un rapport sur les différentes indications, etc. J'avais fait, où je demandais au moins qu'on ajoute l'handicapé mental, ça a été ajouté d'ailleurs, et qu'on ajoute la mineure, parce qu'on peut considérer qu'une fille mineure de 13, 14 ans ou 12 ans qui se fait abuser d'elle, c'est comme une violée. Bon. Maintenant, ils ont, au niveau du secrétariat général du gouvernement, sont sorties 4 indications. Viol, inceste, malformation fœtale et handicapé mental. Mais encore, et après ça, ça a été au niveau du Conseil, ça a été adopté au niveau du Conseil de gouvernement, et à partir du Conseil de gouvernement, c'est parti au Parlement. Mais il faut voir aussi tous les garde-fous qu'ils ont mis pour situation où c'est autorisé. Le viol, ben, il va falloir que la personne a éprouvé le viol, qu'elle fasse une déclaration, que ça passe par là. L'enfant aura le temps de naître et d'aller à l'école. Ou bien les handicaps mentaux. Quels handicaps mentaux demandent à ce que le ministère, le Conseil de l'Ordre fasse une liste? Alors là encore, quelle liste? Est-ce qu'on va prendre vraiment la débile mentale ou bien on va prendre certaines situations? Et encore aussi, on va dresser la liste des malformations fœtales qui peuvent faire. Quelle malformation fœtale encore? Est-ce qu'on va prendre certains termes. Voilà. Et là, mais alors, moi, à mon avis, vraiment, la grande porte pour qu'on arrête ce débat, si vous voulez, qu'on arrête, c'est qu'il y a déjà un article qui est là, c'est l'article 453 du Code pénal, qui dit l'avortement est autorisé quand il vise à sauvegarder la vie
ou la santé de la mère. Mais il laisse la santé de manière floue. Et c'est sur ce terme que vous voulez qu'il y ait des précisions. C'est sur ce terme qu'il faut qu'il y ait des précisions. Parce que la santé est tout à fait définie par l'OMS comme étant un état de bien-être, pas seulement physique, mais également psychologique ou mental, et social. Donc, quand une de ces composantes sont menacées, on est en droit de faire un avortement. Et un avortement, bien entendu, fait dans de bonnes conditions de santé, dans un hôpital ou dans une clinique, par un clinicien spécialisé, ne va pas entraîner de... Vous savez, ils ont parlé maintenant de mortalité 5%. L'OMS parlait de 13% de mortalité maternelle en rapport avec l'avortement. Elle a baissé à 5%. Mais les pays qui ont l'avortement légalisé, ils n'ont même pas 1%. Moins de 1%, 0,5%. Donc c'est une question de santé publique. C'est une question de santé et donc il faut vraiment prendre en charge et s'intéresser à la santé de la patiente et de la citoyenne marocaine. Merci beaucoup, professeur Chreibi, pour toutes ces précisions. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV. Très bonne journée à tous.